Il totalise plus d'1 million d'abonnés sur ses différents réseaux sociaux. Il est serial entrepreneur, investisseur, business mentor, coach formateur. On va recevoir dans les interviews de Tati, Philippe Simo, qui va nous parler à cœur ouvert de son entreprise, de ses challenges, de ses rapports avec son épouse, ses rapports avec ses enfants et surtout son fardeau pour l'Afrique, un message pour la jeunesse africaine. Vous voulez en savoir plus? On se retrouve à tout de suite. Je m'appelle Tatiana Assi, je suis entrepreneur. J'ai toujours été passionnée par les histoires de mes pères, leurs succès, leurs échecs, les hauts et les bas qu'ils traversent. Alors, j'ai décidé de parcourir l'Afrique, le monde peut-être, afin qu'ensemble on apprenne de leur parcours inspirant. Bienvenue dans les interviews de Tati, une émission dans laquelle nos entrepreneurs africains se dévoilent en toute transparence. Bonjour Monsieur Simo. Bonjour Tatiana. Merci de nous recevoir. Merci pour l'invitation. Alors, je vous ai présenté avec mes propres mots. Je vais vous demander vous-même de vous présenter et de présenter votre entreprise. Ok, pas de souci. Je propose que tu me tutoies dans le cadre de l'entretien, ce sera beaucoup plus simple. Alors moi, je m'appelle Philippe Simo, je suis entrepreneur en Europe et en Afrique et je suis passionné simplement du continent africain. Oh, d'accord. Alors, en deuxième question, je vais vous demander, je sais que vous êtes ingénieur, vous le dites dans vos vidéos, vous étiez ingénieur, vous avez travaillé et comment est-ce que d'ingénieur brillant en Europe, quand même on touche un salaire qui nous permet de bien vivre en Europe. Comment est-ce que de là, vous dites que ok, il faut que j'entreprenne et il faut que je réussisse en entrepreneuriat? Alors parce que en fait, l'argent n'est pas tout dans la vie. C'est vrai que c'est difficile à entendre quand on manque d'argent. On a l'impression que quand on aura l'argent, ça va résoudre tous les problèmes. Effectivement, moi en tant qu'ingénieur, je gagnais plutôt bien ma vie. D'ailleurs, très bien ma vie, pour être totalement transparent avec ça. Mais je suis arrivé à un stade de ma vie dans lequel j'avais un problème de sens. C'est-à-dire que il y a un concept qu'on appelle l'ikigai, qui est un concept japonais. Qui explique que pour qu'un être soit parfaitement épanoui, il faut qu'il mette ensemble 4 points fondamentaux. Le premier point, c'est qu'il fasse quelque chose qu'il aime. D'accord. Moi, j'aimais bien mon métier. J'étais acheteur industriel, ça me faisait voyager partout dans le monde entier. Je visitais des usines, j'étais des fournisseurs à réaliser des travaux. Je travaillais sur de gros chantiers dans le domaine nucléaire et dans le domaine du pétrole et du gaz. Donc, c'était très intéressant et j'étais plutôt bon. La deuxième chose, c'est que vous devez aimer. La deuxième chose, c'est que vous devez être talentueux là-dedans. Parce que parfois, on peut aimer quelque chose, mais on n'est pas talentueux. Ouais. Moi, j'aime la musique, mais je ne suis pas talentueux quand il faut chanter, par exemple. Donc, il faut être talentueux dedans. J'étais plutôt bon dans mon boulot. La troisième chose, c'est qu'il faut que ça rapporte de l'argent. Parce que sinon, on est dans l'associatif. Et il y a beaucoup de gens qui ont un boulot, qui ne l'aiment pas, et en parallèle de ça, ils travaillent dans l'associatif. Parce que dans l'associatif, ils vont faire quelque chose qui leur tient vraiment à cœur. Or, l'idéal, ce serait que la chose que vous fassiez, que vous aimez, dans laquelle vous êtes talentueux, qu'elle puisse vous rapporter de l'argent. Moi, j'avais ces 3 éléments-là. Le 4e manquait. Et le 4e, c'est la raison de vivre. La raison de vivre. Oui, tout à fait, la raison de vivre. Parce que, bizarrement, quand je me levais le matin, je n'étais pas tant que ça enthousiaste. Pourquoi? Parce que moi qui suis défenseur d'Afrique, je travaille quand même dans des grands groupes comme Areva et EDF. Or, Areva et EDF, notamment Areva dans le nucléaire, c'est un groupe qui est impliqué dans beaucoup de choses très bizarres, notamment au Niger. Et donc, ça ne faisait pas sens pour moi de me dire, ok, toi tu parles tout le temps d'Afrique, tu aimes l'Afrique, mais comment ça se fait que tu travailles pour Areva? C'est bizarre quand même. Contraste. Donc, contraste. Et il fallait régler ça. Dans ma tête, je n'étais pas tranquille. Et donc, ça a été l'une des raisons qui a fait que je me dise que même si je gagne bien, même si j'aime ce que je fais, je ne suis pas à ma place ici. Ok, d'accord. Alors, de là, je vais vous demander un zoom, je vais te demander un zoom sur, ok, il y a l'introspection, on se pose des questions jusqu'au moment où on dit, là, je le fais, le déclic. Alors non, il faut dire que pour moi, ça a été progressif. D'accord, c'est-à-dire que même en travaillant en Europe, j'avais un pied en Afrique, je rentrais souvent. À l'époque en vacances, ainsi de suite. Et je savais, comme beaucoup de personnes dans la diaspora, que c'était important d'investir au pays. Je le savais et j'avais commencé à le faire d'ailleurs très faiblement à mon niveau. J'achetais des terrains. La plupart des gens dans la diaspora font ça. On achète un terrain au pays, on essaye de construire un immeuble pour mettre en location, ou on achète un terrain, on essaie de faire de l'agriculture. Donc j'avais commencé avec ce genre d'idée aussi, qui consistait à acheter des terrains en Afrique. Mais pendant mes vacances en Afrique, au Cameroun notamment à cette époque-là, j'avais été très
agréablement surpris de voir qu'avec peu d'argent, je pouvais vraiment impacter la vie des gens. C'est-à-dire que je me rendais compte qu'avec 100 euros, 65 000 francs, je pouvais avoir quelqu'un que je rémunérais. Et mes 65 000 francs faisaient une différence pour lui. Ça lui permettait de pouvoir prendre en charge sa famille et d'assurer un certain minimum de besoins. Oui. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, si je pouvais multiplier ce processus, j'allais vraiment commencer à avoir un impact véritable dans la vie de beaucoup de personnes. C'est de là qu'est née la volonté de me dire, plutôt que de faire donc, des investissements en Afrique qui sont des investissements morts, dans le sens où quand tu achètes un terrain, c'est mort. Le terrain ne donne pas de travail à quelqu'un. Il fallait peut-être que je commence à réfléchir à des investissements qui allaient permettre de donner du travail aux gens. Et c'est comme ça que la volonté de basculer d'investisseur à entrepreneur est née. Parce que l'investisseur, c'est quelqu'un qui met son argent quelque part. Et qui attend. Et l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui met son argent, mais travaille, et généralement avec d'autres personnes, pour faire multiplier cet argent-là. Waouh! Et donc, c'est vraiment cet amour fort pour l'Afrique et les Africains qui vous a poussé à donner, j'ai envie de dire, toute votre vie, puisque l'entrepreneuriat, c'est un parcours de vie, toute votre vie à l'entrepreneuriat. Alors, il faut le dire aussi, quand on a vécu en Europe, moi j'aime souvent dire, si on quitte l'Afrique, on va en Europe et on n'a pas envie que ce qu'on voit là-bas arrive chez nous, il y a un problème. D'accord. Il y a un problème parce qu'il faut le reconnaître, l'Europe est de manière économique beaucoup plus avancée que le continent africain. Et il y a des systèmes d'aide, des systèmes sociaux qui prennent en charge même les plus démunis dans la société. Ce sont des choses qui nous manquent ici en Afrique. Ici en Afrique, on fonctionne beaucoup à la solidarité. C'est-à-dire que quand un membre de la famille est très pauvre, ce sont les autres membres de la famille qui peuvent l'aider ou pas. Or, en Europe, c'est l'État qui le fait. Alors, Tatiana, je pense qu'il est important quand même de rappeler que quand on a vécu en Afrique, comme c'est mon cas pendant de longues années, moi je ne suis pas allé en Europe jeune, je suis allé en Europe après avoir eu mon bac plus 2. D'accord. Je suis allé juste pour mon cycle d'ingénieur, donc je suis allé en ayant quand même une certaine connaissance du continent. On est tout de suite frappé par le décalage qu'il y a entre l'Occident et l'Afrique. C'est comme si on ne vivait pas sur la même planète. Voilà, il y a vraiment deux réalités différentes. D'un côté, on a des pays qui sont assez développés en termes d'infrastructures. Il y a des routes partout, même dans le plus petit des villages, il y a des routes partout. Il y a l'eau potable partout, il y a de l'énergie partout. Ça fait plus de 10 ans que je vis en Europe, je n'ai jamais vu un délestage. Il y a un certain nombre de problématiques qu'on n'a plus là-bas. Et forcément, quand on est malade, il y a des hôpitaux. Dans toutes les villes, quasiment, il y a des hôpitaux. Et on se dit, ce serait bien quand même que l'Afrique aussi ait ce genre de choses. Il y a deux solutions. Soit on fait que sa famille vienne en Europe. Certains ont fait ce choix. Oui. Soit on essaie de faire que ce système-là se développe en Afrique. Moi, j'ai opté pour la deuxième solution. En me disant que je ne peux pas voir tout ce qu'il y a de bien en Europe et fermer les yeux sur l'Afrique. Et donc, ça me paraissait toujours un peu injuste, surtout quand on sait que l'Afrique est pleine de potentiel, pleine de matières premières, qu'en réalité, l'Afrique devrait être le continent qui donne aux autres, et pas qui tend la main aux autres. On a envie à son niveau de faire que les choses changent. Wow. Et là, c'est le vrai pourquoi de cette entreprise-là, Investir au pays, qui est vraiment en train de conquérir les nations et d'aider vraiment, j'ai envie de dire, des centaines et des milliers d'Africains. Parce que je vais vous dire que je suis un peu un produit d'Investir au pays parce que ma mentalité a été totalement bouleversée par cette chaîne. Merci. Merci. C'est gentil. Alors, on voit l'aventure Investir au pays. J'ai envie de demander à quel moment, quand elle commence et elle évolue bien, à quel moment tu te dis, OK, il faut que Investir au pays gagne toute l'Afrique, francophone comme anglophone. Pour la parenthèse, Investir au pays aide de milliers et de milliers de personnes à vraiment prendre conscience du combat qu'on doit faire ensemble pour l'Afrique. Et je suis un produit d'Investir au pays parce que sa chaîne m'a beaucoup impacté. Je vais profiter de cette occasion-là pour te dire merci, Philippe. Merci à toi, Tatiana, pour le témoignage et surtout pour le travail que tu fais. On a besoin d'être beaucoup plus nombreux parce qu'il y a de la place. Clairement, il y a de la place pour tout le monde. Et donc, c'est bien que tu aies écouté et que tu te sois mis en action. Parce que malheureusement, beaucoup écoutent et mettent à plus tard. Les gens comme toi sont la preuve que ça marche. Donc, c'est très bien. Il faut continuer comme ça. Pour ce qui est de la vision d'Investir au pays, il faut dire que dès le début, ça avait été pensé pour être un concept sur toute l'Afrique. Mais comme toute vision, il faut la déployer progressivement. La première étape de notre vision a consisté à former la diaspora à pouvoir entreprendre. Parce qu'on a tous été formés à être des salariés.
en réalité. Et l'entrepreneuriat, ce n'est pas quelque chose d'intuitif ni de naturel. Il faut se former à ça. Exactement. Et donc, je me suis dit, ça peut être bien de pouvoir former la diaspora à réaliser des projets en Afrique. C'est pour ça qu'on a une série de formations, d'ailleurs, dans ce sens-là. Peu importe le domaine, élevage, agriculture. Et nos premiers élèves sont revenus vers nous en nous disant, OK, maintenant on est formés, mais quand on veut se lancer, on a un problème, c'est que sur place au pays, on n'a pas d'interlocuteur de confiance. Ce qui nous a amené à la deuxième phase de notre déploiement. Et la deuxième phase de notre déploiement, c'est une phase dans laquelle on installe en Afrique des bureaux investir au pays qui ont pour but premier de réaliser les projets pour la diaspora. C'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, qui veut construire un immeuble au pays et qui n'a pas quelqu'un de confiance, nous, on va s'occuper de lui de A à Z. De la conception de son produit, passant par la conceptualisation, la réalisation, le suivi, jusqu'à la fin, on va pouvoir le faire pour cette personne dans la diaspora. L'intérêt, c'est qu'on ait une société, donc on ne le fait pas de manière olé. Et en plus, comme on a plusieurs sociétés, dans le monde, notamment en Europe, ça permet aux gens qui sont en Europe d'être rassurés parce qu'ils se disent que si ça se passe mal en Afrique, au moins on peut les attraper ici. Mais bon, ça se passe bien, il n'y a pas de souci. Mais le but c'était ça, c'était de pouvoir mettre en œuvre des garanties pour la diaspora pour qu'elle se sente rassurée. Et donc dans ce cadre-là, aujourd'hui, on est en train de multiplier des antennes. Après Douala, aujourd'hui on est à Abidjan pour pouvoir justement développer le même concept pour permettre à la diaspora ivoirienne d'investir de manière sécurisée en Afrique. Demain, on va aller au Sénégal. Et ainsi de suite, on va développer par la suite vers l'Afrique anglophone, parce que c'est un concept. En fait, les problématiques de la diaspora sont les mêmes partout. Que l'on soit francophone ou anglophone, ce sont les mêmes. Et bien évidemment, en faisant ceci, vu qu'on est en Afrique, on profite aussi pour former les personnes sur place, pour qu'elles aient des outils et des clés pour lancer leur business et réussir là-dedans. Wow. Alors, voilà qui est dit. Vous l'avez vu, vous l'avez entendu, investir au pays est un réel succès. Alors, on a envie de se demander... Souvent, moi particulièrement, je disais, ah mais Philippe, tout va bien pour investir au pays. Je ne peux pas imaginer que cette entreprise a des moments difficiles. Aujourd'hui, j'ai l'occasion de te demander, est-ce que investir au pays a eu des moments difficiles? Oh oui, bien sûr, comme toute société. Mais c'est comme tout. Dans les vidéos, j'essaie de parler des réalités du business. Quand on est face à des gens qui essaient de nous arnaquer, on en parle. Quand on est face à des collaborateurs, ça été l'un des éléments qui avait buzzé sur les réseaux sociaux. Ça a été un moment assez difficile pour la structure d'avoir un collaborateur qui vole dans la caisse de l'entreprise et de voir que des gens finissent par trouver que c'est normal. On a vu ça, on a vu des gens dans les réseaux sociaux qui trouvaient que la faute était de notre côté, qu'il aurait peut-être fallu beaucoup mieux rémunérer ce collaborateur-là. Ainsi de suite. Donc ça avait été quand même un moment particulièrement difficile à gérer, mais bon, comme tout moment difficile, on l'a passé, on en a appris beaucoup et on a corrigé ce qu'il fallait corriger dans la structure pour continuer d'avancer. Donc non, ce n'est pas une aventure qui est toujours rose, linéaire, pas du tout, sinon ce ne serait pas intéressant. En même temps. Bien sûr, il faut du challenge, c'est là qu'on apprend. Clairement, on est une entreprise très jeune finalement et dans quelques années, on sera beaucoup plus rodé, beaucoup plus fort. Et c'est ce type de moments-là qui vont nous permettre d'avancer. Donc oui, on a eu des moments comme cela. On a eu des moments aussi pendant lesquels on se posait des questions par rapport au pays dans lequel aller, parce que de manière stratégique, vers quel pays il faut se lancer. Ça semble être facile comme ça, mais ça implique beaucoup de choses. D'aller dans un pays, de lancer une structure sur place, ainsi de suite. Donc à chaque fois qu'on a choisi un nouveau pays, ça a été le fait de beaucoup de réflexion. Et parfois de déception, parce que vous avez les gens dans la structure qui voulaient qu'on aille dans tel pays, et comme on a choisi un autre, ça démotive, ainsi de suite. Donc ce sont des choses que l'on ne voit pas à l'extérieur, mais qui impactent. Au final, toute entreprise a ses challenges. Vous avez des enfants, monsieur Simon? J'en ai 2. 2 garçons. Waouh! Alors, j'ai envie de savoir si, imaginons que l'un de vos enfants vous dise, papa, je ne veux pas être entrepreneur, l'entrepreneuriat, ça ne m'intéresse pas du tout. Je veux être ingénieur tranquillement, aller au travail, venir à la maison sans me tracasser. Comment vous allez réagir? D'abord, je vais les déshériter. Non! Non, je rigole. Non, il est libre de faire ce qu'il veut. Il est libre de faire ce qu'il veut. Mais je crois que la probabilité pour que ça arrive sera plus difficile. Parce que, en réalité, quand tu éduques un enfant dans une voie dès l'enfance, quand il grandit, il ne s'en détourne pas. Donc, beaucoup d'entre nous sommes salariés parce qu'en grandissant, nous n'avons vu que ce modèle.
Voilà, nos parents étaient salariés, les oncles étaient salariés, au travail, à l'école, partout. Il n'y avait que ça qui nous entourait. Quand on fait grandir des enfants dans d'autres paradigmes, ils voient d'autres choses. Vous allez remarquer que beaucoup d'enfants de médecins deviennent médecins. Beaucoup d'enfants je sais pas moi, d'autres professions. Pharmaciens, avocats, j'en connais plusieurs qui ont pris la profession des parents. Et en plus, parfois, même les parents n'étaient pas intentionnels. Ils ne voulaient pas que leurs enfants fassent ça. C'est juste qu'à force de voir les parents, les enfants ont copié et sont restés dedans. S'il y a une volonté intentionnelle des parents, parce qu'en fait, c'est quoi l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat, pour moi, au-delà du fait que ça permet de résoudre une problématique sur le marché et d'être payé en contrepartie, c'est aussi un secteur qui permet à l'être humain de s'épanouir pleinement. Parce que dans l'entrepreneuriat, quelqu'un va pouvoir aller chercher le meilleur de lui-même pour résoudre quelque chose qu'il a à cœur. Le but, ce n'est pas que mes enfants se retrouvent derrière à diriger mes entreprises, pas forcément. Mais le but, c'est qu'ils soient dans leur vie épanouis dans quelque chose qui est vraiment important pour eux. Et à partir de là, les accompagner là-dedans pour qu'ils puissent réaliser ce qu'ils trouvent leur ikigai et qu'ils se lancent là-dedans. Si ça veut dire qu'ils vont travailler avec papa, tant mieux. Si ça veut dire qu'ils vont devoir lancer eux-mêmes leur propre business, tant mieux. Mais qu'ils fassent quelque chose dans lequel ils vont être parfaitement épanouis. Si ça veut dire qu'ils seront salariés, même si la probabilité est de 1%. Ils font ce qu'ils veulent. S'ils veulent être salariés, le salariat n'a pas que des inconvénients. Le salariat permet de se former. Par exemple, si demain les enfants ont un appétit pour quelque chose, ils vont apprendre où? Ils vont apprendre dans une école, après dans une entreprise. Donc il n'y a aucun mal à ce qu'ils passent par une phase en entreprise dans laquelle ils vont apprendre le métier, se perfectionner avant, s'ils le veulent, de se lancer à leur propre compte. Alors, Monsieur Philippe, dans tes vidéos, tu insistes sur l'apport vraiment important que ton épouse a eu dans le succès de tes entreprises. Est-ce à dire que les entrepreneurs qui échouent ont épousé de mauvaises femmes? C'est une très bonne question. Non, l'échec d'un entrepreneur peut s'évaluer à plusieurs niveaux. On peut échouer parce qu'on n'a pas eu de financement, parce qu'on n'a pas pu lever de financement. On peut échouer parce qu'on n'a pas un bon business model. On peut échouer parce qu'on n'a pas les bons partenaires ou les bons collaborateurs. Tout ça peut contribuer à l'échec. Mais s'il est quelque chose qui est indéniable, c'est que c'est très, très, très difficile de réussir quand on a un mauvais partenaire. Le partenaire que tu as, c'est quelqu'un qui peut soit t'aider à aller plus loin, soit te couler. Clairement. Homme comme femme, je veux dire. Oui, exactement. On a vu des gens qui sont parvenus à faire des choses extraordinaires et qui ont tout échoué à cause d'une question de sexualité. Il y en a plein. Exactement. Qui, à cause d'une aventure extra-conjugale, ont ruiné complètement leur famille et leur business par la suite. Donc non, moi je suis de ceux qui pensent qu'il faut faire très attention au choix des personnes avec qui on veut se mettre, surtout quand on veut être entrepreneur. Parce qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a un style de vie bien particulier. Par exemple, je suis en Côte d'Ivoire maintenant. Ça fait 3 semaines que j'ai laissé ma famille toute seule pour venir travailler en Afrique. Ce n'est pas toutes les épouses qu'on peut laisser pendant 3 semaines et dormir tranquille. Exactement. Je suis désolé de dire ça. Non. Mais je n'ai aucune crainte ou aucune question par rapport à une éventuelle infidélité ou quoi que ce soit de ma femme de ce genre-là. Ça ne me frôle même pas l'esprit parce que je sais quel couple on a bâti et comment est-ce qu'on fonctionne ensemble. Mais pareil de son côté, elle n'est pas à se demander avec qui je suis ici, quelle femme, ainsi de suite, parce qu'elle sait ce qu'elle a bâti et ce sur quoi elle repose son couple. Et c'est ça la solidité aussi dont tu as besoin pour pouvoir aller loin. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a un style de vie atypique. Exactement. Et il a besoin d'un partenaire qui va le comprendre. Parfois, c'est plus difficile pour les femmes en réalité. Parce que bien souvent, les hommes, notamment dans notre culture africaine… C'est l'homme qui décide. C'est l'homme qui décide, c'est l'homme le chef de la famille. Et ceci suppose qu'il décide pour tout. Et beaucoup d'hommes, il faut le dire, ont des complexes. Des complexes qu'ils ne s'avouent pas à eux-mêmes et qui n'avouent certainement pas à leur partenaire. Mais beaucoup d'hommes voient d'un mauvais œil d'avoir une épouse qui gagne plus d'argent qu'eux. Beaucoup d'hommes, parce qu'ils ont le sentiment que leur virilité est affectée. Certains se disent que si leur femme gagne beaucoup plus d'argent qu'eux, elle va leur manquer de respect. Et il faut le dire aussi, c'est vrai que c'est souvent arrivé. Il y a des femmes qui, parce qu'elles ont commencé à gagner un peu plus d'argent… À la maison, c'était… Voilà, on a l'impression que quelque chose leur est passé par la tête. Et maintenant, elles ont complètement changé leur manière d'agir et d'interagir avec leur partenaire. Donc, c'est super important de bien choisir son partenaire et de bâtir un couple stable. En tout cas, moi, c'est grâce clairement à ma femme que j'ai lancé et que je suis là où je suis.
Au quotidien, c'est clairement à elle qu'il faut dire merci. Oh là là, c'est juste trop bien d'entendre ça. Oh, c'est trop chou. Oui, c'est vraiment trop chou. Alors, et ceux qui sont déjà mariés et qui se rendent compte que, ben... C'est chaud, hein? C'est chaud, là, c'est chaud, là. Non, moi, on rencontre tellement de personnes comme ça. Je ne prône pas les séparations à cause du business, jamais. Je pense Okay. qu'il y a des échelons de valeur. D'accord. Et la famille, c'est plus important que la réussite professionnelle. Wow. Donc, je préfère avoir un couple épanoui, stable, plutôt que d'avoir un business seul dans mon coin parce que je me suis séparé de mon partenaire. Je ne vais jamais promouvoir l'argent ou le business ou la recherche. Et ça, c'est important de dire ça parce qu'on est dans des sociétés de plus en plus individualistes. Oui, oui. Des sociétés qui tendent à dire aux gens que ce qui est important, c'est toi seul. Et ce qui n'est pas bon pour toi, tu dois t'en séparer. Tu dois t'en séparer. Et ça, c'est catastrophique. C'est catastrophique parce que ça entraîne de plus en plus de séparations inutiles. Exactement. Qu'un homme frappe sa femme et qu'elle veuille s'éloigner de lui, je le comprends. Qu'un homme trompe sa femme et qu'elle veuille s'éloigner de lui, je le comprends. Mais pour des raisons d'argent, pour des raisons de business, que quelqu'un veuille se séparer, je trouve que ce n'est pas responsable. Maintenant, dans un couple, il faut savoir communiquer. Exactement. Pardon. Il faut savoir communiquer parce que, en réalité, quand on veut entreprendre, c'est aussi pour le bien du couple. Oui. C'est-à-dire qu'une femme qui gagne plus, un homme qui gagne plus, ça bénéficie à la famille en réalité. Donc je pense qu'il faut faire cet effort. Moi, depuis le début, j'en ai parlé à ma femme. Hein, depuis, avant même que l'on ne se marie ou quoi que ce soit, elle savait déjà que j'avais un cœur pour l'Afrique et que je rentrerai en Afrique. Donc c'est quelque chose qui est clair dans sa tête depuis très longtemps et avec lequel elle est OK. Ça ne veut pas dire que le jour où il a été question de dire, bon maintenant on va en Afrique, c'était là tout de suite, oui. Non. Il y a eu une phase de « Ok, d'accord, mais j'ai besoin de temps. » Et il faut aussi prendre conscience qu'en tant qu'entrepreneur, parfois on demande à l'autre des changements qui ne sont pas naturels. Donc ça peut demander du temps. Et il faut avoir la patience aussi d'attendre que l'autre comprenne, d'attendre que l'autre n'est pas au même niveau du projet que toi. Et donc c'est normal que toi, tu sois enthousiaste pour faire la chose tout de suite, mais elle a besoin de temps. C'est normal. Vous n'êtes pas au même niveau de conscientisation et de prise de décision dans le projet. Wow. Donc c'est finalement une recette dans laquelle il faut mettre de la patience, beaucoup de communication, et savoir toujours qu'est-ce qui est prioritaire pour le couple. Parfois, en tant qu'entrepreneur, il y a des propositions auxquelles j'ai dit non. Pas parce qu'elles ne rapportaient pas. Il y a des propositions qui rapportaient même énormément d'argent, mais elles pouvaient mettre en péril ma famille. Elles pouvaient mettre en péril l'équilibre de mon travail, de ma vie de famille. Quand j'étais salarié, je travaillais pour des grands groupes. Parfois, on a eu des propositions pour aller, moi, tout seul, en expatriation dans certains pays où j'allais toucher tous les mois plus de 10 millions de francs. Mais j'ai dit non. Parce que accepter cette proposition-là, c'était courir le risque de mettre en péril mon couple, vu ce que ça demandait. Donc, il faut toujours se poser la question du point de vue du couple. Et je pense qu'on gagne. Parce qu'au final, qu'est-ce qui est important? C'est d'être heureux. Vraiment, d'être heureux. C'est être heureux. Moi, je connais beaucoup de gens qui ont réussi dans les affaires, mais qui ont échoué leur vie personnelle et qui le regrettent. Qui le regrettent amèrement. Parce que quand on prend un certain âge, et rien ne vaut la famille. Et rien ne vaut d'avoir les siens autour de soi, jouer avec ses petits-enfants, avoir une bonne relation avec ses enfants. Rien ne vaut ça. Et malheureusement, il y a des personnes qui, parce qu'elles ont négligé ça, ont eu beaucoup d'argent, mais ont perdu l'essentiel. Et je ne veux pas faire partie de ça. Merci Philippe. Ça va aider. Je sais que cette partie-là va aider beaucoup de couples. Et je t'en remercie. Vous avez fait le tour du monde, vous avez beaucoup voyagé, rencontré beaucoup de personnes. Alors, quand vous regardez l'Afrique d'un point de vue extérieur, vous qui avez connu beaucoup de cultures, quels sont les 2 points qui, selon vous, font que les Africains, en tant qu'individus, sont encore un peu à la traîne? C'est une question dure parce que les gens n'aiment pas quand on parle de certaines vérités. Parce que ça fait mal, parce qu'on a l'impression que tu n'aimes pas l'Afrique. Moi, je n'ai pas besoin de passer un concours pour démontrer mon amour de l'Afrique. Je le démontre au quotidien. J'ai beaucoup misé sur ce continent. Aujourd'hui, je pourrais très clairement prendre ma famille, aller vivre sur une île, je ne sais pas où, dans le monde entier, vivre là-bas du temps, parce qu'on pourrait le faire, mais on a choisi d'être ici, parce qu'on croit qu'on peut impacter les choses ici. Donc, ce que je vais dire maintenant, ça vient de la bouche de quelqu'un qui aime l'Afrique et qui n'en parle pas à distance.
Je connais les réalités de ce peuple, je vis ces réalités. Et comme quelqu'un dit souvent, je suis sur le terrain. Donc, par contre, le fait d'être sur le terrain permet quand même de faire certains constats. Voilà. Et l'un des constats que je fais, qui découle probablement du mindset, mais on a un problème de mindset. Ça, c'est la première chose. Et c'est la plus importante, je pense. On a un problème de mindset dans la population. On a un peuple qui ne croit plus en lui. Un peuple qui veut s'enrichir facilement et un peuple qui est prêt à tout pour tricher, malheureusement. La corruption, c'est quoi? Si ce n'est la volonté de s'enrichir rapidement. Exactement. Quand quelqu'un corrompt, c'est parce qu'il n'est pas prêt à attendre le travail que ça allait produire pour gagner cet argent. Et il veut une voie détournée pour l'avoir tout de suite. En réalité, quelqu'un qui corrompt, c'est quelqu'un qui manque de confiance en lui. Parce qu'il ne croit pas qu'il peut avoir cette chose-là par le fruit de son travail, simplement. Et ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup. C'est-à-dire un état d'esprit dans lequel les gens veulent tricher pour s'enrichir rapidement, dans beaucoup de choses. Quand vous travaillez avec les gens ici, les gens veulent toujours vous arnaquer, quasiment toujours. Je peux prendre un cas de figure très simple. Hier, pas plus tard qu'hier, j'étais à Dzopé. C'est mon village. C'est vrai, mais j'étais dans ton village hier. Voilà, j'étais à Dzopé hier. Et pour ça, j'avais loué un véhicule la veille. Okay? Donc, j'ai payé quelqu'un qui devait m'apporter un véhicule pour la journée. On a convenu qu'il devait m'apporter un Hyundai modèle Tucson. C'était ça qui était convenu. Le lendemain matin, je vois le monsieur débarquer avec une voiture des années 90, vieille comme tout, qui n'a rien à voir avec ce qu'on avait convenu. Le problème, c'est que l'heure du rendez-vous est déjà arrivée. Et je ne peux pas lui dire, va changer, ça, ce n'est pas le véhicule qu'on a convenu. Mais le véhicule qu'il a ramené, c'est un véhicule qui lui coûte beaucoup moins cher que le véhicule qu'on avait réellement convenu. Mais comme il y a la volonté de gagner plus par-dessus tout, on va essayer de tricher un tout petit peu. On a pris ce véhicule parce que je n'avais pas le choix. Arrivé au niveau d'Abobo, on a eu une crevaison. Donc moi qui étais pressé pour aller à ma réunion, c'était mort. On a pris 30 minutes pour mettre le pneu. Par la suite, on a roulé 10 minutes. La clim a complètement lâché. Donc j'ai transpiré comme jamais dans le véhicule. Donc je suis arrivé à la réunion, rempli de sueur. J'allais voir des gens très importants, rempli de sueur, un rendez-vous pour une signature d'un gros contrat. En plus avec 30 minutes de retard. Parce qu'il y a quelqu'un qui voulait à tout prix gagner plus. Plus quoi, il voulait gagner 10-15 000 de plus. Au retour, pendant la pause, je lui dis, va essayer de réparer le problème de la clim parce que c'est quand même très difficile. Et on est parti le matin, mais au retour, on va partir vers midi, donc il va faire chaud. Il va essayer de réparer la clim. Quand je sors donc de la réunion à midi, quand on rentre sur le chemin, je me rends compte qu'il y a une drôle d'odeur qu'on a dans la voiture. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais pendant plus de 2 heures de route, je lui ai dit que si je tombe malade, moi je vais lui porter plainte. Parce que j'ai inhalé une odeur, je ne sais pas à quoi ça équivaut. D'où elle vient. D'où elle vient, mais c'était, je veux dire, j'étais dans la limite voiture, insupportable. Mais ma tête était au niveau de la fenêtre pour essayer de respirer l'air de l'extérieur. Pire, la voiture n'avait même pas de ceinture de sécurité. Et là, c'est comment les gens roulent n'importe comment sur les routes. Tout ça pourquoi? Parce qu'au départ, quelqu'un voulait gagner 15-20 000 francs de plus. Donc, cette mentalité de vouloir gagner à tout prix, nous fait énormément de tort. Énormément de tort. Et elle pousse à la médiocrité parce qu'on ne recherche pas l'excellence. Les gens ne cherchent pas à faire ce qui est bien, excellent. Les gens cherchent à faire rapidement ce qui va leur permettre d'avoir un peu d'argent, quitte à ce qu'il faille tricher pour ça. Donc, je crois qu'il y a ce problème de mindset qui nous pose vraiment un tort. Et ce mindset-là, il est jusqu'à nos dirigeants. Malheureusement. On a beaucoup de nos dirigeants qui bradent nos matières premières. L'Afrique est le continent sur lequel les matières premières, dans lequel les États font les plus mauvais deals pour vendre leurs matières premières. Quand un État se découvre des matières premières en Asie, mais il faut voir toutes les précautions qu'ils prennent avant de signer un contrat. Tous les gages et toutes les garanties qu'ils exigent de la part de la société qui va venir pour exploiter. Les contrats prennent des années à être conclus. Chez nous ici, on signe le contrat à la première multinationale venue, elle vient sur place, elle ne développe pas la région, bien souvent elle la détruit, elle ne donne pas d'emploi aux gens sur place, elle n'améliore pas les conditions de vie, elle extrait les matières, elle les fait sortir du pays de manière parfois frauduleuse, elle ne paye pas d'impôts. Bref, au final, le continent africain est complètement floué. Pourquoi? Parce qu'on a donné 100 millions à un dirigeant. Et on a eu le dirigeant de Total qui l'a dit très clairement, il a dit que dans la plupart des pays où Total est venu faire du pétrole en Afrique, ils ont donné des centaines de millions de francs CFA à des dirigeants. Ça a été dit en Mondiovision, donc je n'invente rien. S'il y a Total en Côte d'Ivoire et qui font du business ici, ils l'ont fait. Le directeur général de Total qui l'a dit. Il n'a pas donné le nom des gens à qui il l'a donné, mais il a dit que Total l'a fait systématiquement. Donc, pour dire que
Notre problème, c'est un problème de mindset. Mais c'est aussi un problème qu'on peut comprendre aisément avec notre histoire. Oui, on sait qu'au moment de nos indépendances, les nationalistes qui se battaient pour les indépendances des pays africains ont été mis de côté. La France est parvenue grâce au général de Gaulle, parce qu'au moment des indépendances, il y avait deux groupes en Afrique. Il y avait ceux qui voulaient que la France dégage. Et qu'on se prenne totalement en charge. Et puis il y avait un deuxième groupe qui disait non, pourquoi être aussi violent? On va collaborer avec la France. Et donc il se trouve que le groupe de ceux qui voulaient que la France dégage a été mis de côté. Beaucoup ont été assassinés, beaucoup de leaders. En Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Bénin, au Togo, plusieurs ont été assassinés. Donc du coup, ceux qui sont venus au pouvoir, ce n'étaient pas ceux qui voulaient l'autonomie de nos pays. C'est ceux qui voulaient qui avaient accepté le deal. Ceux qui avaient accepté le deal. Et depuis 30, 40, 60 ans, ce sont ces mêmes gens qui sont encore au pouvoir, du moins avec la même idéologie. Houphouët était très pro-France. Amadou Ahidjo était très pro-France. Senghor était très pro-France. Et ceux qui sont venus au pouvoir, bien souvent après, c'était des gens qui étaient dans la même lignée doctrinale qu'eux. Et donc, ce qui a fait qu'au final, aujourd'hui, dans nos pays africains, la France a tous les marchés. Parce que quand les gens disent souvent, il faut quitter la France, il faut chasser les Français, je me demande s'ils savent de quoi ils parlent. C'est bien plus profond. C'est beaucoup plus profond. J'ai fait une vidéo dans laquelle j'expliquais, c'est important de parler de ça, parce que il faut que les gens comprennent pourquoi je fais du business. Les 5 industries qui rapportent le plus d'argent en Afrique, ça va être l'assurance, les minerais, pétrole, mines, or, les brasseries, alcool, le ciment. J'ai dit banque, assurance, minerais, ciment. Je ne sais pas si j'avais dit ciment aussi. Bref, il y en a 5. Et on va se rendre compte que dans les pays d'Afrique francophone, les 5 secteurs qui rapportent le plus d'argent sont détenus par des entreprises françaises. Vous prenez, oui, c'est devenu une évidence. On a les brasseries en Côte d'Ivoire, c'est le groupe Castel. Peu importe le nom, hein, ça peut s'appeler Solibra, tout ce que tu veux. Le groupe qui est derrière, le groupe Castel. Quand vous allez au Cameroun, ça s'appelle les brasseries du Cameroun, c'est le groupe Castel. Les banques, la première banque de Côte d'Ivoire, c'est la Société Générale. Vous allez au Cameroun, c'est la Société Générale. Vous allez dans le domaine des minerais, puis vous avez Total. Total est la première structure. Vous allez dans le domaine du ciment, vous avez le groupe Lafarge. Je veux dire, dans les 5 secteurs qui rapportent le plus d'argent, ce sont des entreprises étrangères. Comme si c'était des ficelles, en fait. Donc, ceux qui disent qu'il faut se débarrasser de la France et autres, et en fait, là où les choses se jouent, c'est là, en fait. Tant que les Africains ne détiennent pas leurs économies, ils ne seront pas libres. On peut faire ce qu'on veut. Tant qu'on ne détient pas nos économies, on n'est pas libre. Parce que c'est celui qui te donne à manger qui te dit ce que tu dois faire. La main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. Et aujourd'hui, nous avons encore cet équilibre-là. Or, dans les pays anglophones, c'est totalement différent. Aliko Dangote l'avait dit. La différence entre les pays francophones et les pays anglophones, notamment le Nigeria, c'est qu'au Nigeria, le cœur de l'économie est détenu par les Nigériens. Et quand quelqu'un est nigérian, il ne va jamais faire dans son pays ce que fera Bolloré et autres. Jamais. Parce que quand Bolloré finit de faire du business en Afrique, il rapatrie l'argent en Europe. Bien sûr. Après, il a le droit. Hein. Si Aliko Dangote va faire du business en Chine, il va rapatrier son argent au Nigeria. Oui. Donc, c'est normal que Bolloré rapatrie l'argent ailleurs. Par contre, si c'était un Africain, il va rapatrier l'argent où? Il est déjà dans son pays. Il va le diversifier dans l'économie. C'est ce que Dangote fait. Il diversifie son argent dans l'économie. Il est sorti du Nigeria, il est maintenant dans plusieurs pays en Afrique parce qu'il diversifie son argent dans l'économie locale. Donc, on a besoin d'avoir des champions entrepreneuriaux. D'où la volonté pour moi de me lancer, mais aussi de susciter chez d'autres le désir de se lancer. Donc, le premier point pour terminer, c'est le mindset. Le deuxième point, c'est la formation. Ah oui. Ce que je vais te dire là, en plus, je vais faire une vidéo là-dessus. Donc là, je te donne l'exclusivité de cette thématique. En Afrique, aujourd'hui, on a fait une mauvaise analyse de nos besoins. On a pris le modèle d'éducation européen, on l'a calqué en Afrique, alors qu'on n'a pas les mêmes besoins que l'Europe. Moi, je suis formé en ingénieur industriel en Europe. Un ingénieur industriel en Europe, ce n'est pas quelqu'un qui sait créer une industrie de toutes pièces. C'est quelqu'un qui sait gérer une industrie. Parce que les industries sont déjà créées. On a besoin de former des ingénieurs qui vont venir les gérer. En Afrique, les ingénieurs industriels doivent être formés à créer des industries, puisqu'on n'en a pas. Parce qu'on n'a pas d'industrie. Mais comme on allait copier le modèle d'éducation ailleurs, on forme des gens sur le marché dans nos écoles et quand ils sortent, on a des chômeurs. En réalité, l'Europe est déjà industrialisée et l'Europe est au niveau des services aujourd'hui. Les services, c'est le secteur tertiaire. Mais pour que le secteur tertiaire existe, il faut qu'il y ait un secteur secondaire et un secteur primaire. En Afrique, on a beaucoup de services et on n'a pas de secteur primaire et secondaire stable. Donc du coup, on forme des gens qui ne vont pas travailler. Malheureusement. En Afrique, ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est d'avoir des écoles qui vont former de bons plombiers, de bons menuisiers.
On a besoin de former des gens aux métiers qui vont leur permettre de lancer et de réussir l'industrialisation. C'est de ça dont on a besoin. On a besoin en Afrique aujourd'hui de former des gens qui vont pouvoir être capables de créer des structures qui vont nous permettre d'émerger. Pas des services, ou du moins très peu. Or, aujourd'hui, l'essentiel de nos formations, c'est des marketing, c'est communication, c'est philosophie. On a, excusez-moi, hein, on n'en a rien à foutre de ça, au stade où on en est. Tu veux venir faire le marketing de quelle société? Il n'y en a pas. Tu veux venir communiquer sur quelle société? Il faut qu'on ait des industries. Et parce qu'on a des industries, ces industries maintenant ont besoin de tous les services tertiaires. On n'en a pas assez. Donc on a déjà un loupé au niveau de notre éducation et de notre formation. Donc le deuxième point dont on a besoin pour pouvoir réussir, c'est d'avoir des gens qui sont bien formés. Beaucoup d'industries ne peuvent pas se lancer en Afrique parce que si elles se lancent, elles n'ont pas le personnel sur place. Et pour certaines sociétés, ça coûte très cher d'aller prendre des expatriés pour les ramener ici. Exactement. Vous pensez que les sociétés préfèrent payer des gens 10 000 € alors que si elles prenaient un local, elles le paieraient 1 000 €? Vous pensez que ça leur fait plaisir? Non. On peut faire ça pour ses copains qui sont directeurs, qui sont managers. Mais oui, pour beaucoup de cadres, non. Oui. Beaucoup de sociétés ont du mal avec ça. Donc nos pays maintenant, nos dirigeants, devraient mettre une grosse emphase dans la formation pour créer des formations qui vont répondre aux besoins de nos populations. Aujourd'hui, on fait la tchéquette de la même manière qu'on le faisait il y a 30 ans. Ce n'est pas normal. On devrait pouvoir aujourd'hui industrialiser la tchéquette. Ce n'est pas normal que... J'ai vu ça ici, les mamans qui font les beignets au bord des routes. Je ne savais même pas qu'on faisait ça en Côte d'Ivoire. Ça fait des années que je viens ici, je n'avais pas encore vu. J'ai vu une maman qui faisait des beignets. Je me suis dit, ah, mais ça c'est comme au Bénin, c'est comme au Cameroun. Mais cette maman qui fait ces beignets-là, il y a 20 ans, elle faisait les beignets de la même manière. Oui, rien n'a changé. Or, on devrait trouver le moyen de créer des appareils, des industries qui vont régler les problèmes de nos petits entrepreneurs. Pour que cette maman-là, quand tu viens 5 ans après, elle ait 10 points de beignets dans la ville et plus un seul dans lequel elle est depuis 10 ans. En même temps, elle est limitée à ce qu'elle peut faire, au nombre de beignets qu'elle peut faire avec ses mains. Parce qu'elle est limitée justement par le côté artisanal. Oui. Donc, on a une inadéquation entre nos besoins et nos formations. Donc, je pense que si on change le mindset, qu'on se forme bien, on peut faire beaucoup de choses. Mindset et formation. Alors, on vient à la dernière question, malheureusement. Il faut bien que ça finisse, hein? Malheureusement, je vais te demander un conseil de Philippe Simo pour toute cette jeunesse africaine, souvent démotivée, souvent qui a perdu espoir, afin qu'ils regagnent ce qu'il leur faut pour réussir. Si je pouvais donner un conseil à la jeunesse, aux jeunes comme moi, hein, je suis jeune, ce serait de se prendre en main. La jeunesse doit se prendre en main elle-même et arrêter d'attendre quoi que ce soit de nos politiques. D'accord. Aujourd'hui, je me rends compte que c'est ce que je vais dire est valable au Cameroun, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, partout. Ouais. La jeunesse attend un messie. La jeunesse attend que... avant, on attendait que Gbagbo parte pour que la Côte d'Ivoire aille mieux. Ouattara est venu. Mais aujourd'hui, certains attendent que Ouattara parte pour que la Côte d'Ivoire aille mieux. D'autres disent que si Gbagbo revient, les choses vont aller mieux. Au Cameroun, on dit qu'il faut que Paul Biya parte pour que ça aille mieux. Au Sénégal, on dit qu'il faut que Macky Sall parte pour que ça aille mieux. C'est-à-dire, les jeunes continuent de croire qu'il y a un président qui, quand il va arriver, comme par baguette magique, leur vie va changer. Non, c'est faux. Un dirigeant politique, s'il fait bien son boulot, va créer les conditions de la réussite dans le pays. Mais la réussite est toujours individuelle. La réussite n'est pas collective. D'accord. Ça veut dire que toi, Tatiana, tu réussis ici aujourd'hui dans la même Côte d'Ivoire où d'autres personnes échouent parce que tu as pris un certain nombre d'initiatives personnelles. Oui. Si tu n'avais pas pris ces initiatives personnelles, tu serais au même point. Exactement. Donc, ça veut dire que si on te prend aujourd'hui et on t'amène aux États-Unis, tu vas t'en sortir. Parce que tu as compris ce qu'il faut faire pour réussir dans la vie. Il y a des gens qui, même si on les met n'importe où, il n'y a pas un endroit où si on t'amène là-bas, tu vas réussir. La preuve, c'est que beaucoup d'Africains sont allés en Europe et ils balaient les rues. Oui, malheureusement. Beaucoup d'Africains sont arrivés en Europe et ils sont SDF. Beaucoup d'Africains, quand tu vas dans les pays partout dans le monde, sont pauvres. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un endroit où, parce que tu vas aller là-bas, tu vas réussir. La réussite n'est pas un endroit. La réussite est dans ta tête. Si tu te déploies et que tu fais ce qu'il faut, même si on te met dans le plus petit village caché de Côte d'Ivoire, tu vas t'en sortir là-bas. Et donc mon message aux jeunes, c'est de leur dire simplement, croyez en vous, croyez en vos rêves, battez-vous pour les accomplir, donnez le meilleur de vous-même et peu importe là où vous êtes, les choses vont changer. Si demain un nouveau président vient, il met de nouvelles règles,
vous pensez que qui va en bénéficier? Ce sont ceux qui sont déjà dans l'action. C'est eux qui vont bénéficier des nouvelles règles. Les autres, ils vont juste continuer de se plaindre. Donc, arrêtons d'être de ceux qui se plaignent et agissons. Quelqu'un a dit un jour que dans la vie, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui ont des excuses et ceux qui ont des résultats. On ne peut pas avoir les deux en même temps. Soit vous avez des excuses, oui, c'est le président, c'est ma famille, soit vous avez des résultats. Moi, j'ai fait mon choix. Toi aussi, d'ailleurs. Ouais. Merci, Philippe. Waouh, quelle magnifique interview. Merci, Philippe. Merci à toi pour l'invitation. Je suis certaine que cette interview va vraiment chambouler la vie de couples, de jeunes, de personnes, de salariés. Merci, Philippe. C'est moi une fois de plus. Alors, mes amis de YouTube, voilà l'interview exclusive que j'ai réservée pour vous avec Monsieur Philippe Simo. On se dit à la prochaine vidéo pour un nouveau numéro des interviews de Tati. À bientôt.